Je m'appelle Fatia Vissisk, j'ai 62 ans. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets qui me tiennent à cœur et qui touchent de nombreuses personnes. Des sujets auxquels j'ai été confrontée dans ma vie. Et c'est dans le but en fait d'aider des personnes aussi à pouvoir se dire qu'elles n'ont pas été seules à vivre ce que j'ai vécu, de leur donner la parole et du courage. Et puis moi, ça m'aide aussi à exorciser tout ce que j'ai subi. Et je voudrais parler du cancer, puisque je suis atteinte d'un cancer depuis 1 an et demi maintenant. Je suis sous chimiothérapie. J'en ai eu une avant-hier. Je voudrais parler du racisme. Je voudrais parler de la souffrance animale, de la discrimination et des dérives sectaires. Le cancer, pour moi, c'était pour les autres. J'avais une amie qui avait été atteinte d'un cancer il y a une vingtaine d'années. Un jour, elle vient me voir, elle me dit « ça ne te dérange pas que j'enlève mon foulard ?» Et là, je vois, elle n'a plus de cheveux. Et j'étais choquée. Elle m'a montré son cathéter. Et j'ai trouvé ça d'une violence. Elle avait des nausées, etc. Bon, entre-temps, les médicaments ont fait leur chemin. On a moins d'effets secondaires, mais il y en a quand même des nouveaux par rapport à des anciens. Et le cancer, voilà, ça m'est tombé dessus. Je ne savais pas du tout que j'étais malade il y a 2 ans. J'étais en pleine forme. On m'appelait Madame 1000 volts. Je faisais un tas de choses, mes associations, mes activités. Et un jour, j'ai été pris d'une hémorragie. Et là, j'ai appelé SOS Médecins. Et ils m'ont dirigé vers mon gynécologue et il m'a fait une échographie et il m'a dit, voilà, vous êtes atteinte d'un cancer qui est monté au péritoine. Comment j'ai su que j'avais ce cancer et comment ça s'est déclenché, cette hémorragie? Alors que moi, je pétais la forme. Je faisais rire tout le monde, je travaillais. Comme je suis dans la souffrance animale, j'ai sauvé un chien, un labrador, qui était maintenu dans des conditions cruelles pendant des années. Attaché, il se mutilait, il était enfin dans un sale état. Ce chien-là, je m'en suis occupée, c'était le moment du confinement. Et un jour, on a fait son sauvetage avec l'aide d'une autre association. Il faisait 37 kilos. Au moment où je porte Hugo pour le mettre dans le coffre de la voiture, j'ai eu une douleur vive ici, parce que j'ai forcé. 2 heures après, je partais en hémorragie. Donc j'ai sauvé la vie du chien, et c'est comme si ce chien-là me disait, tu vois, tu m'as sorti de ma galère, ça fait 4 ans que je vis ça, eh bien, je te donne une chance de t'en sortir. Et c'est comme ça qu'on a découvert mon cancer et on m'a mis sous chimiothérapie assez rapidement. Voilà. Ensuite, moi, quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir vivre? Parce que j'ai plein de projets. J'ai que 61 ans. Et je me suis dit, peut-être que les gens vont être pleins de compassion envers moi et d'empathie. Mais je me suis trompée. J'ai eu des gens qui étaient vraiment avec un cœur comme ça, qui m'ont compris, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, et d'autres, mais qui avaient ce regard de rejet, c'est-à-dire qu'en me regardant avec mon crâne voilà, ma boule à Z, c'est comme si ça leur renvoyait l'image qu'eux pouvaient devenir comme ça, et donc il y avait un rejet. Donc au lieu de m'aider, de me soutenir, ils m'ont tapé dessus. Je ne parle pas matériellement, mais je devais fermer ma bouche. Et ces gens-là qui m'ont limite, oui, maltraités, même persécutés, c'était des gens qui étaient dans le social, qui étaient censés être là pour m'aider. C'était des gens qui pouvaient venir à la maison pour m'apporter de l'aide. C'était des gens qui étaient normalement nommés, ils avaient le rôle d'aider une personne qui ne travaillait plus à monter des dossiers pour pouvoir avoir une aide le temps que je touche l'AAH. C'est une allocation d'adulte handicapé, puisque je suis considérée maintenant comme adulte handicapé, parce que je ne travaille plus. Ces gens-là, au lieu de m'aider, eh bien, ils m'ont enfoncé. C'est-à-dire que je devais rien dire, tant que je ne disais rien, tant que je faisais le dos rond. Si un jour j'osais émettre une critique parce qu'on m'avait manqué de respect ou quoi que ce soit, tout de suite on me tombait dessus. On m'a laissé même crever de faim. Une fois, j'avais droit à des paniers repas, on ne me les a pas donnés, j'ai eu droit à des menaces, de l'intimidation. Et si je raconte ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont victimes aussi de ce que j'ai vécu. On parle beaucoup des EHPAD où des personnes sont négligées, maltraitées, mais dans le cancer aussi, on perd certains amis, on perd beaucoup de choses. Et ça, je voulais aborder ce sujet. Voilà, pour dire aux gens, si jamais vous êtes maltraité, vous arrive quoi que ce soit, n'acceptez pas ça.
Il faut réagir. Voilà, moi j'ai pris la justice hein, à chaque fois. Voilà. Je suis devenue procédurière à juste titre et dans plusieurs domaines comme ça. Ça a réussi de prendre la justice? Ah, ben, ça a limité la casse quand même. Ça a limité la casse. Voilà, il y a des personnes avec qui je n'ai plus travaillé. J'ai retrouvé d'autres associations avec qui ça s'est très bien passé. Des personnes qui, elles, travaillaient avec humanité, avec empathie, avec compassion. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas dans leur rôle. Il y a des gens qui ont choisi un boulot pour faire carrière. Et il faut que tout soit plat, que tout se passe bien. Vous n'avez pas le droit de répliquer, voilà, sinon vous intime l'ordre de vous taire. Et vous avez des gens qui choisissent une profession, c'est comme un dévouement, un sacerdoce, et on en trouve dans le milieu hospitalier où on me traite, j'ai des gens formidables. Après, voilà, il y en a peut-être qui sont moins à leur place, mais il y a des gens qui font leur boulot vraiment avec le cœur. Et ça, il faut le dire aussi. Ce n'est pas toujours une histoire de manque d'effectifs, c'est pas vrai. Parce qu'on a tout le temps dit oui, c'est manque d'effectifs, il faut plus d'argent. C'est pas vrai. Moi, les soucis que j'ai eus, ce n'était pas par rapport à l'effectif, c'était simplement qu'il y a eu des fautes qui ont été faites de certaines personnes. Et quand j'ai levé la tête et que j'ai dit non, vous ne me traitez pas comme ça, je mérite le respect, on m'a dit toi, tu vas te taire et tu seras puni de ça et ça et ça. Voilà. Et il y a une assistante sociale qui se trouve dans le milieu hospitalier qui est là pour aider le malade. Et elles font en général un métier formidable. Elles aident. Moi, je compte beaucoup sur l'assistante sociale qui est dans le centre de cancérologie où je suis. C'est elle qui permet voilà, de me présenter à des associations qui peuvent venir voir les personnes. Elle fait des courriers, etc. Si on est seul, je parle. Hein. Après, quand on est bien entouré, qu'on a des moyens financiers et tout, c'est vrai que le cancer de certaines personnes qui ont l'argent et entouré se passera quand même mieux que moi avec tous les aléas que j'ai. Le sujet suivant qui me tient à cœur, c'est les dérives sectaires. Voilà. Les dérives sectaires, c'est un fléau. Et là, je voudrais parler de ce que moi j'ai connu, ce que j'ai vécu. J'ai été témoin de Jéhovah. J'ai été embrigadée à l'âge de 15 ans par une camarade de classe qui faisait du prosélytisme à l'école. Donc elle venait pendant la cour et elle montrait ses fascicules avec vraiment des belles images où tout le monde est heureux, tout le monde est, on est tous ensemble, on est solidaires, toutes les races, c'est comme un programme politique mais très utopique, très... Et c'était la fin du monde à l'époque, dans les années 75. Les témoins de Jéhovah, à Brooklyn, là, le siège de la Watchtower, ils balançaient partout, ils bombardaient. Attention, la fin du monde arrive, il faut vraiment que vous vous positionnez, parce que sinon vous allez mourir, quoi. Moi, j'étais idéaliste. Vous savez, quand on a 15 ans, on se cherche. Alors, il y en a qui veulent faire des carrières sportives, d'autres veulent voyager, d'autres rentrer dans l'armée, ou je ne sais pas. Enfin, il y en a qui rentrent dans la drogue aussi. Bon, moi, j'étais idéaliste. Au départ, je voulais rentrer dans la marine nationale. Parce qu'à l'époque, je faisais partie de la Croix-Rouge. Et donc, déjà, je défilais avec un uniforme, le béret gris à l'époque. Et on allait sur des terrains quand il y avait des événements comme des courses de moto, etc. Donc, on se faisait la main déjà à faire des pansements. Et ça m'avait bien plu. Donc, je me suis dit, j'aimerais me rendre utile. Et je voulais rentrer marinette, moi. C'était ça que je voulais. Et malheureusement, mon destin, ou peut-être heureusement aussi, mon destin n'a été autrement, puisque cette copine est venue. En plus, elle habitait pas loin de chez moi, donc c'était des voisins. Et sur le chemin de l'école, donc, elle m'a bien rempli le cerveau. Et j'ai accepté. J'ai dit, c'est formidable. Vu que moi, je subissais quand même un peu de racisme de la part de certaines copines, je ne dis pas toute la classe, sur les 28 élèves qu'il y en avait quand même 4 ou 5 qui étaient tous les jours à Salara, retourne chez toi, quoi. C'était tous les jours. Et on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les associations. Donc la seule personne qu'on avait, c'était mes copines qui m'aimaient bien. Et j'allais même pas le dire à ma mère, parce que ma mère, elle pétait un câble, elle venait à l'école et puis elle disait... Donc je disais rien, je subissais. Lorsque j'ai rencontré cette copine qui me parlait de son mouvement, où tout le monde était heureux ensemble et il n'y avait pas de racisme, moi j'ai dit, j'y vais, quoi. Donc elle m'a bien travaillé, j'ai accepté de faire une étude biblique avec elle, avec ses parents. Et puis à un moment donné, il fallait que j'aille aux réunions. Donc là, il me fallait l'autorisation de mes parents, parce que j'étais mineure. Donc j'ai présenté mes parents à ses parents. Mes parents, c'était... Voilà, en fait, je vais tout mélanger parce que les thèmes, c'était racisme, discrimination. Je vais donc, en racontant tout ça, mes parents étaient très ouverts. Tout le monde venait à la maison.
C'était les années 65, 70, 80. Mes parents recevaient des Espagnols, des Juifs, des Chinois. Tout le monde venait à la maison. Ma mère était avec son djellaba. Et c'était sa tenue traditionnelle. Elle ne véhiculait absolument rien, aucune idéologie. Il n'y avait pas ce qu'on dit maintenant dès que vous portez une djellaba. Je ne parle pas de se camoufler tout le visage, etc. Je parle de la djellaba, c'est la tenue traditionnelle, comme un noir peut porter son boubou en Afrique, etc. Et ma mère, elle allait travailler dans les restaurants au Cap d'Agde, et elle travaillait avec sa djellaba. Les patrons étaient très contents. Et on recevait beaucoup de gens. C'était les années 70, donc les pantalons moulants, pas de def et les mini-jupes. Et ma mère recevait des couples à la maison, leur servait le thé, la menthe, le couscous. On rigolait tout le temps. Et mon père travaillait dans la maçonnerie. Il était venu en Algérie dans les années 65 parce qu'il avait des contrats de travail. Il n'est pas venu mettre le bazar en France. Il a participé à la reconstruction d'un pays. Maintenant, quand vous allez en vacances, les doigts en éventail, siroter un cocktail dans des résidences hôtelières près du Cap d'Agde, mon père a participé. C'est grâce à ces gens qui sont venus de l'étranger et qui ont travaillé. Nous, on n'a rien cassé, on n'a rien. Donc, quand j'entends des discours comme certains, que je ne veux pas nommer, et qu'ils mettent tout le monde dans le même panier en disant l'immigration, ils nous volent tout, ils nous volent l'argent, ils nous volent les allocations, ils cassent tout, ils brûlent des voitures. Attention, il ne faut pas mélanger la délinquance et l'immigration. Ça n'a rien à voir. Musulmans, délinquance, immigration, terrorisme, tout ça est mis dans un broyeur. Mais c'est insupportable d'entendre ça. C'est mon père qui est insulté, c'est moi qui suis insultée. Des millions de gens sont insultés. Donc il faut arrêter avec ça. On n'arrivera nulle part, on va aller au mur avec ça. C'est diviser pour mieux régner. Il y a des gens qui pratiquent leur religion et qui n'embêtent personne. Ils le font dans la discrétion, ils travaillent et tout se passe bien. Donc voilà. Donc pour revenir à cette jeune fille qui m'avait donc embrigadée, mes parents avaient reçu ses parents, qui étaient eux-mêmes juifs pieds noirs. Alors qu'un juif, pour rentrer dans un mouvement à dérive sectaire, c'est quand même très dur, parce qu'ils sont quand même assez attachés à leur religion de base. Eh bien, c'est pour prouver que les dérives sectaires, les mouvements comme ça, sont hyper puissants. Et mes parents, ils ont sympathisé avec les parents de ma collègue d'école. Et mes parents ont dit, OK, allez-y, allez aux réunions, amène ton frère et tes sœurs, et tous les dimanches, etc. Puis, de fil en aiguille, j'ai participé à du porte-à-porte. Et ensuite, moi, je me suis radicalisée. C'est-à-dire que ça n'est pas resté là. Je me suis radicalisée. C'était pour moi, je voulais donner ma vie à Jéhovah. Et on m'avait conditionnée pour devenir un petit soldat de Jéhovah. C'est-à-dire que si il m'arrivait un problème de transfusion sanguine, eh bien, je devais refuser le sang et je mourrais comme un martyr pour Jéhovah. Je devais consacrer beaucoup de temps au porte-à-porte. Mais ça, ma mère, à un moment donné, il y avait quand même des limites. Parce que, voilà, elle voulait aussi que je reste à la maison, que je m'occupe aussi, on était nombreux. Et là, donc, comme je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais, donc à un moment donné, les témoins de Jéhovah m'ont dit, quand tu auras 18 ans, parce qu'avant, ils savaient très bien qu'ils étaient en tort, ils m'ont carrément extirpé. C'est-à-dire que j'ai juste eu le temps de dire à ma mère que je partais. Ma mère, elle m'a dit, OK, je ne peux plus rien faire parce que tu as 18 ans. Donc elle m'a jeté toutes mes affaires par la fenêtre. Il pleuvait ce jour-là. J'avais pas de portable, donc j'étais à la boulangerie du coin. J'ai appelé les témoins de Jéhovah. J'ai dit, ça y est, je suis délivrée. Ma mère m'a viré toutes mes affaires. J'étais en pleurs. Je savais que je ne reverrais plus ma famille. Les témoins de Jéhovah m'avaient interdit de rester en contact avec ma famille. Parce qu'ils avaient peur, en fait, de perdre une adepte. Ils avaient peur que je retourne dans ma famille. Donc j'étais très entourée. Quand j'ai quitté ma famille, je suis restée à Agde, dans le sud de la France. On m'a cachée pendant quelques semaines, parce que ma mère était folle d'inquiétude. Elle pensait que j'étais partie, j'étais tombée dans l'Hérault, je ne sais pas, elle a été voir la police, et la police lui a dit, elle est majeure, on ne peut rien faire. Moi, j'avais déjà été voir la police. Les témoins de Jéhovah m'ont dit, va voir d'abord la police protégée et dis-leur que tu vas partir. Comme ça, il n'y a pas de recherche, quoi que ce soit. Donc j'avais dit, moi, au commissaire, j'ai dit, je m'en vais parce que j'ai 18 ans, donc c'est pas la peine. Ma famille va certainement venir me chercher. Mais voilà, je ne me suis pas échappée, il n'y a pas de suicide, rien, je pars avec des amis. Et j'avais donné les noms des personnes. Donc au bout d'une semaine, ils m'ont trouvé un hébergement dans la banlieue parisienne. Et là, j'ai été hébergée par une femme qui vivait seule avec son enfant. Ils ont collecté des fonds pour pouvoir l'aider à elle, pour pouvoir, le temps que je trouve un travail et un appartement. Et là, ils m'ont entourée. Alors les témoins de Jéhovah,
j'étais la reine d'Angleterre, quoi. Et tous les jours, j'étais invitée à droite, à gauche, à manger, etc. Et on faisait des éloges, vous voyez le courage qu'elle a eu, elle a quitté sa famille et tout ça. Et c'était pour en fait que j'oublie un peu ma famille, que je passe pas dans des périodes de vide comme ça où je me dis ah non, ça y est, je me rebarche et j'avais pas le temps. Donc j'étais pris dans une sorte de tourbillon comme ça. Et ensuite, donc j'ai étudié la Bible, donc je n'étais pas baptisée. Mais le but des témoins de Jéhovah, c'était que je me baptise. Le baptême, c'est comme quand quelqu'un qui est fiancé s'engage. Quand on s'engage, on part quand même moins facilement. Et ils m'avaient exploitée dans la banlieue parisienne. Comme je parlais arabe, donc ils avaient déjà tout préparé. Ils m'ont amenée chez les familles musulmanes. Et toc, 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 on revient vous voir. La dernière fois, on n'a pas pu s'exprimer. Là, on a une jeune fille, et ben voilà. Donc, du coup, moi, ben voilà. Et j'en prenais des rendez-vous et régulièrement, j'allais leur apprendre le français et ceux qui ne savaient pas lire. Et le but étant d'amener des familles maghrébines, rejoindre les rangs des témoins de Jéhovah pour ramener encore plus d'argent, plus de gens. Mais quand je me suis fait baptiser, ils ont relâché toute la pression, tout voilà, quand ils m'entouraient, ils avaient relâché tout ça. Donc, j'étais devenue... voilà, une adepte, une vulgaire adepte qui devait maintenant obéir et fais gaffe parce qu'au moindre truc, tu as des réprimandes publiques, etc. Donc là, j'ai dit, ah ben mince, je ne suis plus adulée comme avant, quoi. Parce que pour eux, ça y est, je ne partais pas, ça faisait quelques années que j'avais quitté ma famille. Et voilà, et moi, je commençais déjà à me poser beaucoup de questions. Je suis quelqu'un de très cartésien, je posais beaucoup de questions, je me suis dit, il y a des choses qui ne vont pas. Je suis tombée dans un piège, voilà, j'avais 15 ans, maintenant j'en ai quand même 22. Après, je me suis mariée avec un Allemand, témoin de Jéhovah. Au début, ils ne voulaient pas que je me... Alors, c'était scindé en deux. Vous avez une partie des témoins de Jéhovah qui voulaient que je me marie avec cet Allemand, pour pas justement que je parte dans le monde, parce qu'ils se disaient, bon, elle va avoir les hormones qui vont travailler sexuellement, peut-être dans le boulot, elle va rencontrer un gars, elle va se marier avec un gars du monde, parce que pour eux, le monde de Satan, c'est le monde, c'est le vôtre, c'est le mien, et eux, ils sont dans la vérité absolue. Donc, ils m'ont dit, marie-toi. Donc, ils m'ont présenté ce monsieur allemand qui est devenu le père de ma fille. Et il y a une autre partie qui, eux, m'ont dit non, il ne faut pas qu'elle se marie avec un Allemand parce qu'ils n'ont pas la même culture, elle ne s'entendra jamais, il faut la présenter à un Maghrébin, il y a des congrégations à Paris. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est fou, c'est des gens, ils sont pires que les gens qui critiquent de l'extérieur. Et je me suis mariée, et même pas au bout de 2 ans, j'ai une fille, voilà, j'ai tout largué. J'ai dit, je ne veux plus rester, ni chez Témoins de Jéhovah, ni avec cet homme qui était très gentil mais que je n'aimais pas. Donc j'ai divorcé, j'ai même eu une aventure extra-conjugale exprès pour pouvoir briser tout ça. Parce que je me suis dit, si je ne fais rien, je ne commets pas une faute, ils ne me lâcheront pas. Ils vont venir à la maison tout le temps, oui, t'es refroidi, mais c'est pas grave, on va venir te chercher. Nanana. Là, j'ai fait une faute. Ils m'ont donné 8 jours. J'ai eu 3 gros balaises, les responsables, on appelle ça les pasteurs, les anciens, sont venus chez moi et m'ont dit, tu as 8 jours pour te rétracter. Sinon, on va annoncer publiquement que tu es viré et plus personne ne te parlera. J'ai dit tant pis, c'était le prix à payer. Et je savais que j'allais en baver. Là, j'ai vécu l'enfer. L'enfer pendant 2 ans, je ne savais plus qui j'étais. C'est ma famille, j'avais laissé tomber ma famille. Des amis dans la société, j'en avais pas. Les seuls que j'avais, c'était les témoins de Jéhovah, il y en avait 500. C'était dans la banlieue parisienne, Longjumeau, Viry-Châtillon, etc. Savigny-sur-Orge, tout ça, c'était des gens avec qui je faisais tout. Je me suis retrouvée perdue. Et là, j'ai appelé une de mes sœurs, qui m'a rejoint, et voilà, on s'est retrouvés divorcés toutes les deux, et on a écumé toutes les boîtes de nuit de Paris et de tous les environs. Et moi, voilà, il fallait que je me vide la tête. Au début, j'étais coincée. Quand je fréquentais des gens à une table, je dis ah mais la cigarette c'est pas bien, attention. Donc les gens me disent oh là t'es rabat-joie toi, mais je sortais d'une secte et j'ai pas dit aux gens j'étais témoin de Jéhovah. Donc j'essayais de m'habituer et pour me faire accepter. Ensuite je suis rentrée dans une sorte d'euphorie jusqu'au jour où un jour j'étais plus à ma place, j'étais pas bien. J'ai dit voilà, j'ai fait une tentative de suicide. C'était plus un appel au secours et je me suis ressaisie. J'ai dit t'as une fille, t'as pas le droit. Les témoins de Jéhovah, ils vont pas t'amener jusqu'au cimetière. Tu vas te redresser. Et je me suis redressée. Comment? Avec quoi? Il n'y avait pas d'association à l'époque qu'on pouvait appeler. Moi, j'ai fondé une association. Maintenant, les gens qui veulent en sortir et qui sont dedans, ils peuvent m'appeler, j'ai un avocat, on les aide, etc. Moi, à l'époque, il n'y avait rien. Alors, je me dis, je ne vais pas passer ma vie à faire la bringue comme ça. Moi, j'ai d'autres projets dans ma vie.
Et là, j'ai acheté des bouquins de psychologie. Donc, je me suis désindoctrinée. Tous les jours, j'ai étudié, voilà, pourquoi je suis rentrée dans un mouvement à dérive sectaire, etc., etc. Il m'avait même dit, même Dieu ne pourra même plus prier avec toi, tu ne pourras même plus prier Dieu. Il y a une chape de plomb parce qu'en dehors de Jéhovah, il n'y a plus rien. Tu es dans le monde de Satan. Il fallait que j'enlève tout ça de ma tête. Donc, j'ai étudié. Et je me suis mis à arrêter de fumer. Après, je ne buvais plus, sauf un verre de vin comme ça. Et je me suis, une nouvelle fatia, vraiment bien costaud et tout. Et j'ai pris ma fille, j'ai quitté carrément la région. Je me suis remariée, j'ai même repris contact avec ma mère, qui, elle, malgré que c'était une musulmane, contrairement aux témoins de Jéhovah, qui, eux, quand vous faites une faute, ils vous éjectent. Et pour y retourner, il faut que vous demandiez pardon à genoux et puis être dans la régularité, etc. Ça s'appelle la réintégration. En dehors de ça, ils ne vous parlent pas. Alors que ma mère, qui est musulmane, toute ma famille musulmane, j'ai été leur présenter mon second mari, un Polonais, blond, aux yeux bleus. Ma mère nous a accueillis, elle nous a invités dans le sud de la France, elle nous a invités en Algérie, comme des rois. Il n'y a pas de sectarisme, il y a une tolérance. Chez le musulman modéré, il y a la tolérance. Et moi, j'ai été en Algérie, me balader sans là-bas, comme je suis habillée là, en jupe, en pantalon, et tout s'est bien passé. Donc, j'ai renoué, voilà. Après, malheureusement, mon mariage n'a pas tenu, j'ai divorcé, et là, je me suis retrouvée toute seule en Bretagne avec mes 2 filles, puisque j'ai une deuxième fille, et j'ai refait à nouveau un travail de psychothérapie, parce qu'il fallait aussi gérer cette histoire d'amour qui était passionnelle. Autant mon premier mari, ce n'était pas une histoire d'amour, mais le deuxième, c'était une passion destructrice. Il était plus jeune que moi, il sortait de la Légion étrangère, donc il avait quand même des habitudes un peu... Quelqu'un qui était ambivalent parce qu'il écrivait des poèmes, mais il chantait des chants de la Légion étrangère, quoi. C'était... Bon, et ça n'a pas tenu, l'amour n'a pas suffi, hein, c'était pas possible. Donc voilà, par contre maintenant il s'occupe bien de sa fille, on s'est quittés en bons termes, d'ailleurs avec les 2 maris. Moi j'ai jamais interdit à mes enfants de voir leur papa, etc. Et je me suis reconstruite, et puis j'ai été dans le Morbihan. Je me suis dit un jour, si jamais il m'arrivait d'être très gravement blessée, mais intérieurement, j'irai me reconstruire dans le Morbihan. J'adore cette région. Je me suis retrouvée là dans un gîte et j'ai fait tout un travail et j'ai élevé mes filles et j'ai ouvert une boutique avec 0 centime, simplement par la persuasion. Voilà, c'était quelqu'un qui tenait un camping et qui avait une épicerie dans ce camping. Et les gens qui travaillaient dans ce camping avaient fait 20 ans de carrière dans ce camping. Et il m'a dit, écoutez, moi j'ai personne et je sens en vous, parce que j'étais partie pour travailler, moi, comme réceptionniste, vu que je parlais l'allemand, etc. Il m'a dit, non, moi, je veux une femme qui reprend la boutique, une femme de tête comme ça. Et du coup, il m'a dit, j'ai dit, j'ai pas un sou, j'ai 5 francs sur le compte. Vous inquiétez pas, je vais mettre en relation avec tous les fournisseurs. Le banquier, c'est mon banquier, donc vous inquiétez pas, on va vous avancer l'argent. Et je me suis retrouvée en quelques jours d'une boutique, mais remplie de toute la bouffe que je voulais. C'était la caverne d'Ali Baba, quoi. Et j'ai fait des saisons. Mais bon, c'était très dur à gérer ce travail-là, parce qu'il faut être 2. Il faut quand même se coucher très tard, à faire les inventaires, les trucs. Il fallait être en couple au moins, donc je ne pouvais plus. Et comme pendant les périodes où je ne travaillais pas l'hiver, parce que c'était plutôt saisonnier, je tirais les cartes. Voilà où je veux en revenir aussi à la discrimination. Je tirais les cartes à des voisins, des paysans. Ils me disaient, mais tu es vachement forte au niveau de la voyance. Et ils m'ont dit, écoute, tu devrais monter ton cabinet. Donc tous mes amis m'ont poussé à monter mon cabinet de voyance. J'ai monté mon cabinet de voyance, déclaré, etc. Et depuis 1994, je suis encore actuellement voyante, sauf que je ne travaille pas à cause du Covid et de mon cancer. Et j'ai quitté la région de Bretagne parce que mes filles s'ennuyaient, on était isolés, j'avais pas de permis, pas de voiture. Je faisais de l'autostop pour aller ouvrir la boutique. J'habitais Arzal, il fallait que j'aille à Damgan ouvrir la boutique. À 5h du matin, je me levais. Le soir, je rentrais. Il n'y avait pas de portable. J'ai acheté les premiers portables qui coûtaient 3000 balles à l'époque pour pouvoir rester en contact avec mes filles, pour les gérer, parce que j'avais toujours peur qu'il arrive. Donc voilà, mes filles, elles ont souffert, surtout la grande, parce qu'elle avait la responsabilité de la petite. Et à un moment donné, j'ai dit, allez hop, on vend tous les meubles et on va aller à Nantes. À Nantes, j'aurai plus de clients. Et en plus, là-bas, je pourrais me faire des amis. Il y a quand même les cinémas, les restaurants. On n'est pas isolé dans une ferme, surtout sans bagnole, quoi.
Et voilà, je suis venue à Nantes et là, je suis tombée malade. Avant, je fumais un paquet de clopes par jour, je suis tombée malade, j'ai eu beaucoup de sinusite, j'ai été opérée, etc. Et là, je me suis retrouvée complètement à plat. Donc, je ne pouvais pas travailler, je suis tombée dans la précarité. Les témoins de Jéhovah sont repassés à ce moment-là. Et c'est là qu'ils m'ont, à défaut de me récupérer moi, ils ont récupéré ma fille. Et ma fille, qui avait 11 ans, parce que la grande est partie vivre en Allemagne chez son papa, et la petite posait des questions, elle me dit « Maman, t'es pas musulmane, t'es pas catholique, t'es quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apporter à moi? Moi, j'ai besoin de savoir des choses. » Et les seuls qui passent à la maison, moi je connais, c'est pas de catholique ni rien du tout, ils passent à la maison, hop, un prospectus, hop, ça a accroché. Et j'étais complètement alitée, moi. Hein. Ma fille, je ne pouvais pas lui imposer une maman qui ne sort plus avec elle, qui ne fait plus du patin à roulettes, qui ne va plus à la piscine. Elle me dit « Oh maman, la famille témoin de Jéhovah, ils sont gentils, ils ont une fille de mon âge et ils me proposent d'aller pique-niquer. Tu me permets ?» Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit à ma fille « Ok, par contre, pas d'endoctrinement. » Voilà. Et puis petit à petit, les mamies lui ont tricoté des petits... Elle revenait, m'a fait un petit pull vert. Et là, petit à petit, les études ont commencé. Moi, je n'avais pas la force de réagir. Le jour où ma fille a commencé à dire « Je ne veux pas fêter Noël avec toi et ma grande sœur. Non, tu me offriras le cadeau dans 3 jours, le repas après. » Là, j'ai dit « Ça y est, ils sont en train de la radicaliser, elle aussi. » Et quand j'ai voulu récupérer, elle avait 15-16 ans, alors qu'on était fusionnels. Ma fille, jamais j'aurais parié, tout ce que vous voulez, jamais ma fille m'aurait quitté. Ils l'ont travaillé, et puis là, on est rentré en conflit. Et j'ai dit, moi, tu es mineure, je ne te laisserai pas aller chez les témoins de Jéhovah. Voilà, c'est tout. Et elle m'a dit, je ne te parle pas. Donc elle me boudait, et ça me peinait de ne pas pouvoir partager des parties de rire et manger ensemble et tout. Donc je cédais, j'appelais son père, il essayait de la raisonner. Et à 18 ans, la surprise fatale, elle me met une lettre sous mon bol de café, elle me dit, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, ciao. Je rejoins ma famille spirituelle. Donc le même schéma s'est reproduit. Et en fait, ils m'ont eu 2 fois. Moi, et 30 ans après, ils ont pris ma fille. Et là, je les ai appelés, ils sont venus chez moi. Je leur ai dit, je ne vais pas vous lâcher. Et ils ont regardé ma fille, ils ont dit, mais tu as quel âge? Elle a dit 18 ans. Ils m'ont dit, voilà, elle vous a répondu, elle fait ce qu'elle veut. J'ai dit, c'est trop facile. C'est là que j'ai commencé à médiatiser, etc. Elle, pour démentir que c'est pas vrai qu'elle n'avait pas abandonné sa maman, qu'on se voyait, donc elle me dit, bon, écoute, arrête de claironner partout, que c'est sectaire et qu'on ne se voit plus, je te permets de me rencontrer de temps en temps à Nantes. Et j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas manger à la maison? Eh ben non, parce que après tu vas me monter la tête. En fait, elle avait peur que je la désendoctrine. Elle m'accordait 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Et quand on se retrouvait, on était en larmes toutes les deux. Hein. Ah oui, on se séparait comme ça, c'était déchirement. Ma fille, elle était en fait divisée, tiraillée entre 2 pôles. L'amour de sa mère et l'amour pour son Jéhovah. Et voilà, petit à petit, ils l'ont éloignée, d'abord à Paris, ensuite au Canada, parce qu'ils parmi sont partout, elle a fait une colocation au Canada. Éloignons-la, plus loin de sa mère, parce qu'on ne sait jamais, ce qu'ils ont fait aussi avec moi et mes parents. Et petit à petit, ma fille, on a perdu le fil, quoi. Et là, quand j'ai eu mon cancer, j'ai appelé, moi, le siège des témoins de Jéhovah en France. Et je leur ai dit, vous avez un fichier, vous savez où se trouve ma fille, moi, je ne sais pas où elle est, dites-lui que sa maman a un cancer. Moi, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Au moins qu'elle puisse me voir, on ne sait jamais imaginer, dans 6 mois, je pars, moi. Ils m'ont dit, ah non, elle est majeure, nous, ça ne nous regarde pas. J'ai dit, c'est ça l'amour, les fondamentaux du Christ. Vous savez, je connais bien la Bible et je connais... C'est quand même, honore ton père et ta mère, c'est l'amour du prochain. Vous êtes aux antipodes de tout ça. Et j'ai raccroché. C'est mon avocat qui a réussi à faire le lien. Et donc, ma fille m'a envoyé, mes 2 filles d'ailleurs, m'ont envoyé un mail plein d'amour. 3/4 plein d'amour. La dernière phrase, oui, mais. La condition. Oui, mais tu as fait ceci et cela, excuse-toi par rapport à la médiatisation. Et là, non, c'est pas possible. J'ai dit, je ne céderai pas, même si c'est ma propre fille. J'ai dit, c'est honteux, c'est immonde ce que tu fais là. Tu profites que ta mère est malade pour me demander à me mettre à genoux devant ton Jéhovah. J'ai dit, jamais, même un article de la mort. Du coup, voilà, on ne se parle pas. Alors, ça, c'est une chose qu'il faut dénoncer, parce que ce que je raconte là, c'est pas pour dire, voilà, je suis dans le misérabilisme, la victimisation, etc. De toute façon, on est victime. Le mot victime, ça veut bien dire que quelqu'un nous a sapé de nos droits et nous a fait du mal. Oui, je suis victime, ma fille aussi est victime. Mais c'est pour dire qu'il y a des milliers de gens en France qui vivent ce que moi, je vis, avec des histoires différentes.
puisque j'ai fondé mon association. Mon avocat m'a dit, si vous voulez être au même niveau que les témoins de Jéhovah, c'est une association, fondez votre association et je serai là. Donc il m'a fait des fiches avec des articles qui parlent de la transfusion, des abus sexuels, de l'endoctrinement sur des personnes vulnérables, handicapées, etc. Donc moi, j'ai des gens qui m'appellent régulièrement. Des mamies qui me disent à Noël, ma fille m'interdit de voir mes petits-enfants parce qu'elle ne veut pas que je leur offre des cadeaux, elle s'est mariée avec un témoin de Jéhovah. Alors quand c'est dans la juridiction de Nantes, nous on prend les dossiers, quand ce n'est pas dans notre juridiction, je les oriente vers le gouvernement, la Miviludes, et je leur donne des adresses, et puis je suis à l'écoute. Il m'arrive de sortir de chimio, d'être allongée dans mon lit et de répondre au téléphone. Donc voilà, ça je tenais à en parler parce que s'il y a des personnes victimes des témoins de Jéhovah, si vous êtes aussi confrontés à ces gens-là, ils sont hyper gentils, c'est vos voisins, ils vous disent laissez-nous, vos enfants, on va s'en occuper, ou s'occuper des personnes âgées. Ne leur laissez jamais vos enfants, ni des personnes âgées ou quoi que ce soit. Parce qu'au début, ils vont sortir tout un attirail de gentillesse pour vous accaparer, puis ensuite ils vont vous demander de couper les ponts, et voilà. Et ensuite, voilà, les souffrances que je vis, il y en a des milliers qui le vivent. Voilà, donc ça c'était le volet, la discrimination. La discrimination, pourquoi j'insiste sur la discrimination? Parce que chez les témoins de Jéhovah, quand vous êtes baptisés et que vous les quittez, vous êtes excommuniés avec interdiction pour tous les adeptes de vous parler. C'est-à-dire que si je rencontre un adepte que j'ai fréquenté avec qui j'ai eu vraiment des affinités, il me voit dans la rue faire mes courses, il doit tourner la tête et ne pas me parler. Et ça, c'est même, c'est illégal, c'est interdit, puisque la Cour européenne dit que nul n'a le droit d'être inquiété pour ses choix religieux. J'ai le droit d'aller à l'église ou ne pas aller à l'église, j'ai le droit de faire ma prière musulmane ou pas, sans qu'on me rejette. Les témoins de Jéhovah rejettent les gens qui les ont quittés. Par contre, tant que vous n'êtes pas baptisé, ils vont tout le temps être gentils avec vous, parce que le but, c'est que vous amener à intégrer le mouvement. Et la différence avec un musulman modéré, c'est que le musulman, si vous ne faites pas la prière, il ne va pas vous juger, il va vous parler. Moi, j'ai des gens qui sont à Nantes, qui tiennent des épiceries, pas des épiceries, des pâtisseries, vous savez, de gâteaux orientales. Et il m'arrive, quand c'est le moment du Ramadan, parce que c'est à ce moment-là qu'on les trouve, j'aime bien aller, voilà, ça me ramène un petit peu à mes origines. Et il y a un monsieur, un jour, il me dit « T'es seule avec ta fille ?» J'ai dit « Oui. » Il me dit « Écoute, nous, à la fin du Ramadan, on fait une fête à la maison avec ma femme et les enfants. Tu es invité ?» J'ai dit « Oui, mais moi, je n'ai pas fait le Ramadan. » Il me dit « Mais c'est pas moi de te juger. Tu es seule avec ta fille, tu es bienvenue à la maison. » Donc, j'ai été avec ma fille. On a été reçus avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour. Et ça, c'est la tolérance. Voilà. C'est important de dire ça. Parce qu'il y en a marre de dire que les musulmans sont tous des intégristes, etc. C'est pas vrai. Et la preuve, il y a des Français, il y a des Juifs, il y a des Arabes qui sont témoins de Jéhovah et qui sont intégristes. Un témoin de Jéhovah est intégriste. C'est ce que je voulais dire. C'est très important de dire ça. Cette discrimination, je la vis très mal, et plein de personnes la vivent. En Belgique, on a le droit de saisir la justice. Tous les exclus à qui on interdit de voir leur famille, ils peuvent saisir la justice, et parfois ça marche même. Les associations en France, ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement puisse s'inquiéter quand même de ce phénomène des témoins de Jéhovah qui se disent religion et qu'on ne voit jamais. Quand il y a des attentats, on voit les rabbins, on voit les imams, il y a des orthodoxes, ils viennent pour se recueillir sur l'endroit où il y a eu l'événement. Mais les témoins de Jéhovah, les responsables, on ne les voit jamais. Alors que normalement, c'est une religion. Ils se disent religion. Avant, ils étaient, on les appelait, on disait d'eux l'appellation secte. Ils se sont battus, coup d'avocat. Non, secte, c'est pas bon d'avoir ça sur le dos. Donc, ils ont l'appellation maintenant religion. Mais religion surveillée par la Miviludes à dérive sectaire. Parce qu'il y a encore des gens qui meurent quand même du reflux de sang. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement s'occupe de ça. Et on fait remonter à chaque fois. Il y a des plaintes, il y a des centaines et des centaines de plaintes à la Miviludes. Et j'aimerais que cette vidéo puisse servir à ce que des personnes qui n'osent pas parler puissent aller déposer plainte pour harcèlement, abus de faiblesse, pour un tas de choses concernant les témoins de Jéhovah. Voilà. Donc avec tout ce parcours que j'ai eu qui est
assez douloureux, assez difficile. Je suis quand même une femme comblée, malgré tout. Je suis une femme comblée parce que j'ai découvert l'amour des animaux. L'animal n'est pas un être inférieur à nous, il est différent de nous. Et un être différent, on lui doit le respect. C'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est noir, est blanc, est jaune, et de petite taille, eh ben c'est pareil. L'animal a des facultés formidables. Est-ce que nous, on a un odorat aussi aiguisé qu'un chien? Est-ce qu'on court comme un guépard? Non, donc ils ne sont pas inférieurs, ils ont des capacités extraordinaires, ils sont différents de nous. Nous leur devons le respect. Et l'animal est devenu une sorte de bandit manchot, dans un casino, on mise tout, on lui enlève sa peau, sa chair, ses plumes, son ivoire, on lui prend ses enfants, on le maltraite, on l'élève dans des conditions de grande cruauté. On en fait des spectacles, comme la barbarie de la corrida, ça je tiens à le dire. Comment se fait-il qu'à notre époque, une société civilisée, on permet encore de voir des spectacles où on prend un animal qui n'a rien demandé, il était dans son champ tranquille, il est ce qu'il est, il est peut-être une bête, avec beaucoup de muscles, mais il n'a rien demandé. Et on vient, on le prépare, parce qu'il y a une préparation sadique sur les taureaux. On lui met au taureau de la vaseline et du sable dans les yeux pour qu'il puisse avoir une vision altérée. Donc on va mettre tous les atouts du côté du toréador et on va affaiblir le taureau, on va lui couper ses cornes et les reconstituer en résine. Enfin, on le prépare à la manière des méthodes nazies même. Hein. Et ensuite on le lâche dans l'arène et allez, hop, et on massacre, jusqu'à le mettre dans une mare de sang avec des gens qui applaudissent. Et parmi les célébrités, vous avez des gens qui disent que c'est une toile formidable de voir ces capes virevoltées du rouge et du fuchsia, c'est merveilleux, tout ça se combine avec le sang de l'animal et ça fait des tableaux merveilleux. Mais c'est atroce de dire ça. Et vous avez des célébrités qui, elles, sont absolument contre et qui se battent contre ça. Et c'est grâce à Internet que moi j'ai découvert toutes ces horreurs, les élevages détruits qui sont enfermés dans des cages, elles ne voient jamais le jour, les poussins broyés, voilà. Et j'ai découvert ça, et je trouve dans le regard de l'animal, il y a la dignité, la droiture, la fidélité, l'amour. L'animal ne vous trahira jamais. Et je donne beaucoup de mon temps et tout ce que je peux pour les animaux. Je l'ai vécu beaucoup, la discrimination et le racisme. Hein. Un jour, j'ai fréquenté un garçon, il y a une vingtaine d'années, et on s'entendait très bien. Mais il m'a dit, moi, je ne présenterai jamais à mes parents une femme d'origine algérienne et voyante de surcroît. Ben, je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas te faire voir, un de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez, le racisme, je l'ai vécu, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Maintenant, la France n'est pas raciste. Il y a une minorité qui vous voit comme l'ennemi, qui vous voit comme celui qui va tout lui prendre. J'ai vécu le racisme, il est partout. J'ai vécu le racisme il y a quelques années par un couple de retraités habitant dans les beaux quartiers de Nantes et qui possédait une pharmacie. Et il m'avait traité de tout, retournez dans votre pays. J'ai dit, mais mon pays, c'est ici. Vous êtes en train d'insulter mon père qui a travaillé pour la France. Eh bien, il n'a qu'à retourner travailler chez lui. Je dis, il est mort, le pauvre papa. Et j'ai porté plainte contre ces gens-là. Donc maintenant, je ne me laisse plus faire. Quand j'étais petite, vous savez ce que j'ai fait. Ça, c'est hyper important. Quand j'étais petite, quand j'étais venue d'Algérie, j'avais une tuberculose. Et on m'a donc transférée en Lozère, dans le château du Boy. Certains connaissent, élevé par des bonnes sœurs, etc. On m'avait mis en quarantaine, je recevais des antibiotiques et tout ça. Et puis il y avait d'autres copines, mais beaucoup de Françaises. Nous, on était les premières familles arrivées du Maghreb pour travailler. Et on me dit, ouais, t'as des cheveux frisés, t'as la peau bronzée, et on se moquait de moi. Et j'en pouvais plus, donc je voulais, moi, être intégrée, ressembler à mes copines. Et un jour, j'ai pris le gant et j'ai lavé, mais frotté ma peau pour qu'elle devienne blanche. Et je me suis retrouvée avec des hématomes et des égratignures. L'infirmière qui est venue dans ma chambre m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai pris de l'encre qui sert pour mettre dans les stylos, de l'encre verte que je me mettais dans les yeux parce que je voulais avoir les yeux verts et la peau blanche. J'avais 8 ans.
J'avais 8 ans. Le racisme, jusqu'où ça peut aller. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que quand j'ai grandi, que j'ai compris, j'ai dit, je ne laisserai plus personne m'insulter, plus personne. Il y a des lois. Je suis française d'origine algérienne, j'ai autant de droits que de devoirs. Je ne suis pas une moins qu'une autre. Et souvent, j'ai eu les portes qui se sont fermées pour le travail. C'est pour ça que je me suis mis à mon compte. À mon compte, je suis voyante et artiste peintre. J'aime ce que je fais et comme ça, je n'ai pas de patron ou des collègues de boulot qui vont m'envoyer des phrases assassines. Quand vous vous pliez, que vous dites rien, on vous laisse tranquille. Il faudrait tout le temps dire oui, allez-y, moquez-vous de moi, appelez-moi Bamboula, appelez-moi Bico, et je dis rien. Non. Alors, quand je n'ai pas envie d'être en conflit tout le temps non plus, je me suis mis à mon compte et j'aime ce que je fais. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens qui sont venus de la voyance, qui étaient au bord du suicide. Et à l'aide de l'analyse du tarot, on a dénoué leur situation. Ils sont partis avec la banane, avec un espoir. Je ne suis pas une magicienne, j'ai simplement une analyse du tarot. Ma mère tirait les cartes et moi, je tire les cartes. Mais vous voyez ce racisme-là. Donc, quand on entend maintenant des gens comme ça qui disent... Mais de façon aussi inconsciente, aussi dangereuse, oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute des étrangers. Il y a une délinquance, il y a celui qui faute, il y a celui qui ne faute pas. Il y a des gens de toute origine qui se comportent très bien, et puis il y en a qui se comportent mal. Donc on doit être jugé et puni par rapport à ce qu'on fait, pas par rapport à sa couleur de peau. Voilà. Et je terminerai là-dessus.